Nouvelle-Calédonie, actualité. Bonsoir mon pays, bienvenue dans votre journal, une édition comme vous le voyez en direct de la place de la paix, Kowetuka, qui veut dire lieu où ils font la paix en langue nanoumé. À cette même place, il y a un an, la statue de la poignée de main de Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur a été inaugurée, une imposante statue de bronze, un symbole de paix. Ces deux hommes avec des idéologies qui s'opposent, l'un était pour l'indépendance et l'autre pour le maintien de la Calédonie dans la France. Toutefois, ils ont signé il y a 35 ans les accords de Matignon. Que retenir de ces accords? De quel héritage bénéficions-nous? Que reste-t-il? Et comment se projeter vers l'avenir? Nous le verrons dans quelques instants. Voici les titres de votre journal. Mais tout d'abord, dans l'actualité, le tarif de l'eau de la commune du Mont-d'Or augmente. Les Mondoriens vont devoir payer plus cher leurs factures, une augmentation qui divise au sein du conseil municipal. Précision dans quelques instants. 35 ans après la signature de l'accord de Matignon, qu'en retenir? Qu'en pensent les enfants des accords? Les uns parlent des bénéfices du rééquilibrage, les autres d'une citoyenneté qui a du mal à se mettre en place, des jeunes post-accords que nous entendrons dans cette édition. Les accords de Matignon, une histoire plus ou moins floue pour les plus jeunes. Comment la nouvelle génération appréhende l'avenir? Nous aurons l'occasion de les entendre et pour en parler ce soir, Cynthia de Bien Van Maille, professeure d'histoire-géographie au lycée. Bonsoir. Et ensuite, Haïlé Tikouré, membre de la commission jeunesse de l'ère Djoubéa Kapomé. Et enfin, Gérard Salin, président de l'association Mémoire de Jacques Lafleur, que nous accueillerons en deuxième partie de journal. Mais tout d'abord, dans l'actualité, c'est 140 francs de plus sur la taxe de l'eau que devraient payer les Mondoriens à partir du mois de juillet. En cause, une consommation plus faible que prévu dans le contrat avec la Calédonie, avec la Calédonienne des eaux. Une décision de la mairie qui divise au sein du conseil municipal et qui étonne certains habitants. Les détails avec Anna Mazer-Pirodan. Dès juillet, les habitants de la commune du Mont-d'Or vont voir leur facture d'eau augmenter. On paye déjà les loyers ils ont augmenté. C'est cher, hein, c'est trop même. Hein. Je pense que là c'est de la survie qu'on fait, l'eau, parce que l'eau c'est vital. Hein. On essaie de consommer moins d'eau, faire l'économie, mais bon après quand on reçoit la facture c'est toujours aussi élevé, quoi. Cette décision de la mairie est prise en lien avec la Calédonienne des eaux. Les volumes d'eau prévus dans le contrat de 2019 sont inférieurs à ceux initialement estimés. Augmenter la facture permettrait d'équilibrer le budget. Du moment où les volumes prévus ne sont pas au rendez-vous, le contrat prévoit qu'on a une clause de revoyure avec notre délégataire. Ça va faire pour un abonné qui consomme 20 mètres cubes par mois, c'est-à-dire 60 mètres cubes au trimestre, ce qui est un abonnement normal, 140 francs d'augmentation. Au sein du conseil municipal, l'opposition trouve anormal que les habitants doivent payer davantage. Ils auraient consommé 20% d'eau en moins par rapport à la moyenne prévisionnelle des 2 dernières années. Selon Nina Julier, élue du conseil municipal, il ne faudrait pas revoir le contrat tout de suite. On va rentrer dans le phénomène El Niño, ça va être le phénomène inverse, où les Mondoriens vont être tentés d'utiliser plus l'eau, puisque il va y avoir des périodes de sécheresse. Donc avec ce rééquilibrage, il faudrait renégocier avec la Calédonienne des eaux pour ne pas que la facture augmente dès cette année. Mais plutôt voir au bout du contrat, au bout des 10 ans, comment les Mondoriens se seront comportés. En cas d'augmentation de la consommation d'eau, le contrat prévoit une clause de revoyure d'après Jean-Jacques Afchin. Les tarifs pourraient donc varier à nouveau à l'avenir. Et toujours dans l'actualité, en province nord, cette fois-ci à Poneriwa, une dizaine d'agents communaux ont manifesté ce matin devant la mairie. Une mobilisation motivée par une perte de salaire qui, selon les grévistes, impacte leur pouvoir d'achat, alors même que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Un reportage d'Aurélie Chiron.
Une dizaine d'agents municipaux est réunie ce matin devant la mairie de Ponériouin. En cause, la perte d'avantages suite à la mise en œuvre de la réforme du statut des agents contractuels du droit public. Plus de conventions collectives, plus de primes du panier. Et il n'y a pas dans cette nouvelle réforme. Et nous, ce qu'on demande, c'est de mettre en place la prime catégorielle ou un réajustement dans les grilles salariales. C'est tout. Depuis le 1er mai 2022, les agents contractuels bénéficient du nouveau statut relatif à la fonction publique. De ce fait, certains agents ont vu leur salaire diminuer de par la disparition de certaines indemnités. Une perte de salaire dénoncée par la Fédération des fonctionnaires soutenue par l'USTKE. Par exemple, sur une prime indemnitaire, notamment sur la prime panier, si on parle de ça, il y a une sacrée différence de perte de salaire qui n'est pas négligeable, qui représenterait à peu près entre 20 et 30 000 francs. Donc cette compensation-là, il faut bien la récupérer quelque part. Donc c'est pour ça qu'il y a des solutions de reclassement sur une indice supérieur pour pouvoir établir l'équilibre. Voilà. De son côté, la mairie, par la voix de son premier adjoint, dit se positionner dans la mise en œuvre d'une réforme demandée et soutenue par les organisations syndicales. En bref, on reste en province nord. Plus de médecins à partir de lundi prochain dans la commune de Wailou, suite au départ à la retraite du médecin installé depuis 6 ans. Selon la mairie, la situation impactera fortement le quotidien des habitants. Le système de télémédecine mis en place au dispensaire s'avère insuffisant pour assurer une couverture médicale. Ce vendredi, la population est invitée à s'informer sur cette situation préoccupante. Culture, à présent, la 37e réunion du Conseil des arts de la culture et du Pacifique s'est ouverte ce matin à la CPS en province sud. L'occasion pendant 3 jours d'évoquer les grands enjeux culturels régionaux avec les 22 pays membres. Au programme notamment l'organisation du 13e Festival des arts du Pacifique qui se déroulera à Hawaï en 2024. On écoute Michael Forest, chargé de la culture au gouvernement. Il répond aux questions de Maëlys Vézia. Dans un an exactement, notamment en juin 2024, Hawaï accueillera le Festival des Arts du Pacifique. Donc c'est regarder ces différents chantiers, aussi bien d'un niveau technique, législatif, mais aussi en termes de pratiques culturelles et artistiques, les différents espaces, les différents chantiers sur plusieurs niveaux, les arts traditionnels, les arts vivants, tout ce qui tourne autour du numérique par exemple. Donc c'est un certain nombre de sujets qui seront examinés pendant 3 jours par nos techniciens de la culture de l'ensemble des îles du Pacifique. Et effectivement, jeudi, avec les ministres, on sera chargé notamment d'examiner ces recommandations pour une présentation aux leaders dans les prochains mois. Voilà, et cette réunion sera aussi l'occasion d'évoquer la 14e édition du Festival des Arts du Pacifique en 2028, pour lequel la Nouvelle-Calédonie a candidaté pour être le pays hôte. Nous entrons à présent dans la seconde partie de votre journal. Je vous le disais en titre, aujourd'hui, cela fera 35 ans que les accords de Matignon ont été signés. Alors, est-ce que cette poignée de main, illustrée et valorisée par cette statue de bronze inaugurée il y a 1 an, a été bénéfique pour la Nouvelle-Calédonie? Qu'en pensent les jeunes des accords et la nouvelle génération? On en parle de quelques instants avec nos invités, mais avant, un rappel historique avec Anna Mazer-Pirodon et Mara Lourde. Voilà, donc je vous le disais, donc on va faire un rappel avec Anna Mazer-Pirodon et Mara Lourde. Dans les années 1980, la revendication nationaliste kanak s'accélère. Jean-Marie Tjibaou crée le Front indépendantiste en 1979 et la situation se tend dans le pays. L'assassinat du secrétaire général de l'UC, Pierre Declercq, en 1981 sème le trouble et il s'ensuit alors une décennie de violence. En 1984, l'affaire Wagnat fait 10 morts chez les militants kanaks. Le point d'orgue de cette décennie de pseudo-guerre civile peut être illustré par la prise d'otage de gendarmes à Ouvéa par des indépendantistes.
Dans l'opération de libération, 19 Kanaks meurent ainsi que 6 membres des forces de l'ordre. Cette situation débouche sur la signature des accords de Matignon le 26 juin 1988, donnant lieu à la célèbre poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou, indépendantiste, et Jacques Lafleur, loyaliste. La Nouvelle-Calédonie dispose de 10 ans pour organiser un référendum d'autodétermination, mais au terme du processus, les conditions ne sont pas réunies pour la tenue d'un scrutin. La suite se dessine avec l'accord de Nouméa le 5 mai 1998. 3 référendums sur l'indépendance du Caillou auront lieu avec un corps électoral qui devra justifier d'une résidence depuis au moins 1994 ou être né sur les territoires et respecter un certain nombre de critères. En 2018, la question est posée: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? À l'issue des 3 scrutins, le non à l'indépendance l'emporte à chaque fois, même si les indépendantistes créent la surprise sur les 2 premiers et boycottent le dernier. Voilà, et nous accueillons notre première invitée, Cynthia Debien Van Maille, professeure d'histoire géo. Bonsoir. Alors, vous êtes professeure d'histoire géo, je l'ai dit à l'instant. Vous êtes aussi descendante de Bagnard. Votre jeunesse, vous l'avez vécue comme certains d'entre nous, dans le questionnement, dans le parti pris, Kanak, Caldoche, indépendance ou pas. D'ailleurs, c'est vous qui avez voulu étudier cette matière. Aujourd'hui, vous l'enseignez à nos enfants. Comment l'histoire calédonienne est enseignée, notamment en parlant des accords de Matignon et de Nouméa? Les accords sont enseignés au collège, intégrés dans le programme, qui sont tous adaptés en histoire-géographie, mais surtout, ils sont enseignés, ces accords, au lycée. En terminale, nous consacrons 4 à 6 heures à un programme sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie de 1945 à nos jours. L'évolution politique, culturelle, sociale et économique. Alors, en quoi est-ce important de l'enseigner à nos jeunes? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que cela change l'idéologie des jeunes, la pensée des jeunes? Alors, en tant qu'enseignante, c'est important parce que c'est un fait historique marquant. On leur fait découvrir les ruptures de la Nouvelle-Calédonie, les continuités, mais aussi les ruptures. C'est important d'insister en histoire sur la notion de rupture parce qu'elle ouvre, toutes les ruptures ouvrent sur des perspectives. C'est le cas des accords. Donc nous, on encadre cet enseignement par des concepts historiques. On reste vraiment sur un traitement scientifique, historique de la question. Alors justement, depuis le transfert des compétences de l'enseignement secondaire à la Calédonie en 2012, l'intégration de l'histoire de la Calédonie dans les programmes s'est accélérée. Alors pourquoi ça a mis autant de temps? Est-ce que c'est politique? L'intégration les programmes adaptés, c'est une volonté des accords Matignon-Oudinot. Donc ça a commencé, les programmes ont commencé à être adaptés dans le secondaire à partir de 89. Et d'ailleurs, en 89, une équipe d'enseignants a déjà a commencé à travailler sur un manuel adapté pour le primaire. Ensuite, ils ont continué sur un manuel d'histoire pour le collège et ça a continué ensuite en 2010 pour le lycée. C'est une volonté politique, oui. Est-ce qu'on a assez de recul pour raconter cette histoire récente? Oui, on peut faire de l'histoire récente. On peut enseigner avec des méthodes l'histoire récente. Cela dit, on a quand même des références
mais on a manqué pendant très longtemps, on a manqué d'études scientifiques, de thèses en histoire sur la question, et donc en particulier sur les événements. Par exemple, les enseignants ont travaillé sur des productions de journalistes, de politologues, etc. On n'a pas eu pendant longtemps de thèse historique sur les événements et sur les accords. Alors Cynthia Debien-Vanmaille, nous avons suivi ce matin l'un de vos cours au lycée La Perouse. Regardons et écoutons la réaction des jeunes. On va s'orienter vers une autre séquence, celle des accords. Qu'on appelle comment ces accords? Vous avez... Oui, les accords de Matignon. On les appelle les accords de Matignon. Vous voulez ajouter quelque chose? L'accord de Nouméa aussi. L'accord de Nouméa viendra ensuite prolonger l'accord de Matignon en 1900. L'accord de Nouméa, c'est en 1998. Je trouve que c'est important de connaître un peu les accords de Matignon, parce que c'est toujours dans l'actualité d'aujourd'hui. Il y a toujours des divisions entre les indépendantistes et les loyalistes, et c'est important de connaître son histoire pour pouvoir éviter de refaire les mêmes erreurs justement, et pouvoir comprendre comment on peut avancer ensemble justement. En fait, je connaissais déjà un peu beaucoup le sujet, mais ça fait toujours du bien de se rafraîchir la mémoire, de reparler de ces événements qui sont importants parce qu'elles sont au fondement de notre pays. Et ouais, ça fait toujours du bien de rafraîchir. Alors, Madame Debien-Vanmaille, avec quelle connaissance des événements les élèves arrivent-ils en cours? Est-ce qu'après ce cours, ils sont rassurés? Oui, ils arrivent en cours avec un petit bagage, on va dire. Ils savent tous associer aux accords la paix, par exemple. Après, ils connaissent moins bien les acteurs. Ils savent les nommer, mais ensuite les partis politiques, etc., ils les connaissent moins bien. Moi, j'ai enseigné 15 ans à Jules Garnier et j'enseigne au La Pérouse depuis 2003. J'ai ressenti, à chaque fois que je fais ce cours, je ressens beaucoup de sérénité, de gravité. J'ai jamais eu un problème à gérer par rapport à la façon de présenter les choses, parce que je m'en tiens aux faits, à l'analyse des faits. Et j'associe à ces faits des concepts historiques à chaque fois. Oui, les jeunes sont plutôt réceptifs, mais ils ne s'engagent pas dans la polémique. Ils font attention. Pour terminer cette première partie avec vous, est-ce qu'on ressent une différence il y a 10 ans à aujourd'hui par rapport aux jeunes? Je crois que, oui, moi ça fait 32 ans que je travaille. Je crois qu'au début, quand je présentais les choses, il y avait quand même plus d'interrogations des élèves. Aujourd'hui, ça fait quand même pas, pour des élèves là qui sont nés dans les années 90, 2000 plutôt, que j'ai devant moi, il y a quand même moins d'interrogations. Mais par contre, les référendums, par exemple, les ont beaucoup préoccupés. Ils posent question. Merci, Madame Debien-Vanmaille. On vous retrouve en deuxième partie de cette édition. Alors, quel héritage de ces accords? Nous avons posé la question aux enfants nés au cours de cette période. C'est l'œil de la rédaction. Alors l'un des fruits de ces accords fut le rééquilibrage. Il y a par exemple la construction de la transversale Koné-Tiwaka dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Aurélie Chiron a rencontré François et Manu qui racontent comment ils ont vécu cet héritage.
Dans le nord, pour enclencher ce rééquilibrage, la construction de la transversale Koné-Tiwaka est lancée en 1990. Un chantier qui vise le désenclavement des territoires et des populations. Pour François Pouyenbout, cette route a été le début du changement. Tout de suite après son inauguration, l'électrification est arrivée. On a pu procéder à l'électrification de notre transversale. Donc c'était déjà un premier développement de ce côté-là. Mais aussi, nous, on a pu régulièrement faire du stop dans la transversale. On peut voyager. Le rail passe par ici maintenant. Donc une facilité dans la mobilité, mais aussi les réseaux sont passés aussi. Donc on a le réseau mobiliste maintenant qui nous permettent d'avoir accès à Internet et tout ça. Le marché est un moyen aux populations d'ici de se faire de l'argent, et beaucoup ont un revenu issu de ce marché-là, car beaucoup de gens passent. Une transversale qui permet le développement économique de la côte Est, mais facilite particulièrement la construction d'infrastructures. Après la signature des accords, on voit l'ouverture du CHN, puis des lycées de Touo et de Pointe-Dimier. Manu Simard, originaire de Ponériouin, aujourd'hui professeur, elle se souvient d'une époque dynamique. J'ai pu bénéficier du coup de ce lycée Antoine Kella ici sur Pointe-Dimier, ce qui nous permettait à l'époque de ne pas partir sur Nouméa et donc réduire les frais. C'est sûr que ça a mis un boom en fait dans l'économie du pays à cette époque-là, et maintenant on est vraiment en perte de vitesse dans l'économie. Autre atout majeur du rééquilibrage, la création de l'usine du Nord réalisée par la mise en valeur des titres miniers. Si pendant plusieurs années les accords de Matignon ont permis un boom de l'économie, aujourd'hui, les incertitudes de la situation politique de la Nouvelle-Calédonie posent question. Voici, nous allons nous rendre dans le sud du pays. La génération des accords est beaucoup moins enthousiaste. Elle témoigne d'une citoyenneté qui a du mal à se mettre en place. Les explications de Maëlys Vézir. Louise-Marie et Ambroise, enfants du pays de la génération post-accord de Matignon, n'ont pas le sentiment qu'une citoyenneté calédonienne ait vraiment émergé. En cause, selon eux, un discours politique binaire figé depuis 30 ans qui omet les réalités actuelles des nouvelles générations. Quand on nous a demandé de voter pour le référendum, la question c'est voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté, oui ou non? Mais c'est déjà une question qui clive, c'est clivant. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu dis soit c'est blanc ou noir. Alors qu'il y a des nouvelles générations d'aujourd'hui, mais c'est des métis. Eux, ils se reconnaissent pas dedans ça. Parce que eux, quand ils sont nés déjà. Mon père, il est wallisien, ma mère, elle est kanak. Donc on ne peut pas leur demander de se diviser en deux. Peut-être qu'il va falloir déconstruire notre chemin de pensée qu'on a eu depuis 30 ans, ou en tout cas essayer d'entendre un petit peu ce que la jeunesse a à dire, d'arrêter de nous diviser, de nous poser des questions complètement duelles. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'adversité. Voilà. Je crois que l'adversité, elle se trouve suffisamment au quotidien, dans la difficulté économique, dans la difficulté écologique, etc., pour qu'en plus on nous ajoute cette dualité à laquelle on fait face depuis trop longtemps. Déconstruire donc pour bâtir concrètement une identité calédonienne commune, c'est le lourd chantier qui attend les héritiers des accords selon le sociologue John Passa. La réalité de ce pays entre deux entités qui ont toujours du mal à se rencontrer en dehors de l'espace politique, ça met aussi les nouvelles générations en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à choisir et souvent ils n'ont pas envie de choisir. Cette génération va pouvoir proposer une troisième voie. Une troisième voie, c'est comment on revoit la reconnaissance, comment on revoit le partage, comment on revoit la relation avec la France. Comment on revoit tous ces éléments-là pour dire, voilà, nous on construit comme ça. Intégrer le citoyen dans le processus politique serait l'une des manières de poser les premières pierres d'une société calédonienne unifiée, selon Louise-Marie et Ambroise. Si on veut encourager, nous, les Calédoniens, à faire un seul peuple, mais il faut qu'on ait des paroles pour nous unir. Et ça vient tout de suite à la sémantique du mot politique. C'est ça la politique, c'est un homme dans la cité. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui a des convictions. C'est-à-dire que je fais partie de ma société, j'essaie d'être actif dans ma société, d'apporter des choses. Mais ce n'est pas la politique politicienne. Ce ne sont pas nos politiciens qui vont réussir à répondre à nos questions identitaires. Déjà parce que forcément, on a besoin d'objectivité. Créons peut-être des associations de discussion, des associations de consultation qui mèneront à des projets et qui seront concrétisés ensuite de manière concrète dans la société en fait.
Il faut donner à cette jeunesse-là la possibilité de se relever et de continuer à essayer de construire un pays où tout le monde se retrouve. Et la prise de conscience, elle est réelle, elle n'est pas feinte, cette prise de conscience-là, en tout cas pour une majorité d'enfants d'ici. Voilà, et nous accueillons nos deux autres invités, Jonathan Ailé Tikouré, membre de la commission jeunesse de l'Ardjoubé à Kapoumé. Bonsoir. Et votre voisin Gérard Salin, président de la mémoire de Jacques Lafleur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, notez que nous avions également invité Isabelle Lafleur, Emmanuel Chibaou. Ils souhaitent se joindre à nous, mais ont été retenus par ailleurs. Alors, j'aimerais vous faire réagir par rapport au reportage diffusé à l'instant. Au nord, on voit la satisfaction des fruits du rééquilibrage, mais dans le sud, on voit cette citoyenneté qui a du mal à émerger. Pourquoi, selon vous? Je donne la parole, monsieur Salin, d'abord. Oui, moi je pense que c'est les politiciens qui tracent le chemin en fin de compte. Et chacun reste dans le chemin qui s'est tracé, c'est-à-dire l'indépendance, et rester dans la France. Alors que la jeunesse attend toute autre chose, c'est vivre en commun et partager tous ensemble. Je crois qu'il faut que les politiciens se penchent sérieusement sur le problème et l'abordent avec sérénité et oublier un peu ces chemins différents qui font que la Calédonie n'avance pas, quoi. Vous avez peut-être envie de réagir, M. Tikouré, par rapport à cette question? Je me retrouve dans ce qui se dit là, parce que ça fait partie des débats qu'on aborde avec la commission jeunesse de l'Air. Et puis nous, la réponse un peu qu'on formule à tout ça, c'est par le biais de l'art et de la culture, justement, de créer des ponts. Et puis il y a une chose aussi on va parler du Sud, qui est flagrante ici, c'est que il y a deux blocs et on ne se connaît pas forcément. Donc nous, le chantier pour nous, il est de créer des ponts entre ces deux blocs par le biais de l'art. Et je veux dire que la culture kanak, elle se prête bien à ce jeu parce qu'elle a des outils puissants de communication et puis d'échange. Et dans ce qui est l'Ardjoubé à Kapoumé, on a quand même 50% de la population qui réside ici. Donc justement, l'enjeu il est autour de comment on fait pour que ces gens-là qui habitent ici, qui travaillent ici, qui se marient ici, qui sont d'autres ères, de répondre encore à cette question. La question du référendum est clivante, c'est ce que déclare Ambroise dans le second reportage. Que répondez-vous à ce jeune homme? Ce que dit Ambo, c'est le questionnement justement de beaucoup de jeunes, mais c'est nous, la question elle est sur le plan politique, on ne met pas un pied dedans parce que justement il y a ce clivage là. Du coup on passe par le biais de la culture et de l'art pour essayer parce que justement par ce chemin là il va cristalliser directement les gens. On va dire toi tu es de ce camp-là et de ce camp-là. Alors Gérard Salin, est-ce que ces accords finalement sont un échec sur le rapport entre les Calédoniens? Non, il ne faut pas dire que c'est un échec, ça a été une grande réussite. Mais seulement, il y a deux hommes qui se sont serrés la main, qui ont oublié tout ce qui les opposait. Mais maintenant, ceux qui ont les responsabilités, les rênes du pays, aussi bien que ce soit d'un côté que de l'autre, ils ont du mal à faire de même et choisissent un chemin différent qui retarde l'avancée du pays. Alors, je rappelle, M. Salin, que vous êtes président de l'association Mémoire de Jacques Lafleur. Le statut des victimes de l'histoire a été évoqué une première fois à Nainville-les-Roches, puis officiellement reconnu par l'accord de Nouméa. Avez-vous l'impression aujourd'hui que cela a mis un pied d'égalité les descendants des Bagnards, les autres populations du peuplement et le peuple premier? C'est difficile à dire, mais moi, vous savez, j'ai un certain âge, et moi, j'ai vécu à Wailou, et j'ai jamais connu de différence, on vivait tous ensemble. C'est la politique qui a divisé les gens ici sur le pays, et c'est vraiment dommage, parce que tout le monde s'entendait bien,
Je pense que tout le monde est capable de s'entendre encore. C'est juste la politique, l'histoire de l'indépendance, pas indépendance, un drapeau français, drapeau. C'est ça qui oppose les gens. Mais finalement, les gens sont capables de vivre ensemble. Alors finalement, M. Tikoré, est-ce que ces statues, c'est de la poudre aux yeux, comme disent certains? Est-ce que c'est pour faire joli? Donc, je pense pas, mais moi je dis souvent qu'on a travaillé sur la forme mais pas sur le fond. C'est pour ça que pour moi je pense pas que c'est la poudre aux yeux, mais il y a un travail qui est nécessaire, c'est justement que les gens ils essaient de se rencontrer un peu. Parce que tout le monde est là, on dit que c'est une société, mais il n'y a personne qui est allé au fond de la tribu là-bas, il n'y a personne qui a vécu. Et c'est vraiment l'enjeu pour nous de faire ce travail-là. Alors justement, les statues sont un héritage de l'histoire coloniale. Elles font partie de l'objet d'une réappropriation. On le découvre dans ce reportage. On l'appelle désormais Place de la Paix ou Kowejoka en langue nouméenne, lieu où la statue de la symbolique poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur demeure dorénavant. Les statues et les monuments se situent souvent dans des espaces publics. Ils expriment une symbolique forte, parfois ressentie comme une violence du passé. Réparer ce traumatisme, c'est tout le sens du travail mené par Isabelle Lafleur, fille de Jacques Lafleur, Marie-Claude Tjibaou, femme de Jean-Marie Tjibaou, et Sonia Lagarde, mère de Nouméa. Je pense que ces deux statues représentent toutes les communautés du territoire, puissent se parler, et surtout que ce qu'on a connu ne se produise plus, que cette paix durable soit installée et que maintenant, grâce à cette statue et cette poignée de main, on puisse continuer à développer le territoire et apporter aux populations tout ce qu'elles attendent. Même avis pour Sonia Lagarde, pour la mère de Nouméa. Avec cette action, l'objectif est d'obtenir une réparation symbolique avec une statue qui n'offense pas, mais qui rassemble les mémoires dans un espace public commun. Quand je suis arrivé ici en mairie, j'ai longtemps regardé cette place et je me disais, il faudrait peut-être qu'on essaie de se sortir de cet épisode d'Olry qui était aussi une autre forme de violence en Nouvelle-Calédonie et donc il fallait passer à autre chose et cheminer sur le chemin de la paix. Ce changement de statut laisse apparaître une volonté de la part des pouvoirs publics d'intégrer des symboles historiques de l'histoire calédonienne commune dans l'espace public. Alors c'est pas seulement les pouvoirs publics qui se réapproprient l'histoire du pays par le biais d'embellissements et de baptêmes de places, de statues, etc. C'est aussi d'une certaine manière une humble invitation qui est lancée à la population calédonienne en général dans toute sa diversité pour s'accaparer son histoire, pour l'embrasser, pour l'enlacer, parce que il y a aussi ce rapport d'intimité certainement avec ce que nous avons vécu, et il est important que dans l'espace public, on puisse faire émerger des représentations qui marquent d'une part le passé, ce qui est tout à fait normal, mais qui prévoit aussi, qui envisage aussi très concrètement ce que doit être l'avenir. À Koné, deux statues ont été érigées au monument aux morts en mémoire aux combattants de la Première et Seconde Guerre mondiale. Une symbolisant un poilu et l'autre symbolisant un tirailleur kanak. Marcel, habitant de Koné depuis plusieurs décennies, est très fier de voir ces deux statues ensemble. Là, c'est le combattant européen, 14-18, et là, c'est le combattant aussi mélanésien. Celui-là, 39-45 et l'autre, 14-18. Ils n'avaient pas mis le poilu kanak, mais là, maintenant, ils ont mis le poilu kanak, et moi, j'estime que c'est bien, mais ils doivent être tous les deux à côté de l'autre. Pour s'approprier notre histoire calédonienne, il s'agit peut-être de reconsidérer nos symboles de nos espaces urbains afin que chaque Calédonienne et Calédonien des différentes communautés qui composent la mixité du pays puisse trouver sa place en tant qu'héritière et héritier de l'histoire calédonienne. Un reportage de Michel Pimbé. Ces statues symbolisent une volonté de destin commun. Alors, une question pour tous les deux. Quelle serait l'étape suivante selon vous? Construire une case à Nouméa, par exemple, en pleine ville? Alors là, ouais, pourquoi pas, peut-être pas seulement une case, mais un endroit dédié peut-être, que ça serait peut-être bien, et il faut de toute façon qu'on arrive à faire quelque chose dans ce pays parce qu'on est trop divisé, et l'exemple de Jean-Marie Tjibaou et de Jacques Lafleur ne perdure pas, et c'est vraiment triste. Parce qu'un pays comme le nôtre,
doit être développé et le plus loin possible, quoi. Une réponse, M. Tikoré? La statue, c'est quelque chose. Ça fait partie du chemin sur lequel on dit Joka, le chemin de la paix. Mais bon, il faut mettre d'autres choses, il faut alimenter. Les prétextes sont multiples. Mais moi, je crois vraiment que c'est la volonté des gens et puis l'esprit dans lequel ils vont faire les choses qui... Je veux dire, les pouvoirs publics, les hommes politiques, ils pourront faire des choses, mais si chacun dans son foyer a choisi d'aller à la rencontre de l'autre, ça peut marcher, mais c'est d'abord à la maison, le travail. Alors nous avons donc interrogé les enfants des accords. Nous sommes allés aussi à la rencontre des plus jeunes. Nous leur avons posé la question, d'après vous, à quoi ressemblera le pays en 2035? Je vous propose de les écouter et de réagir après. Moi, je suis pour le vivre ensemble, mais après, j'ai pas d'avis formel sur la chose. Je suis pour le vivre ensemble. Voilà. Le nickel est en train de s'épuiser, du coup il faut essayer de trouver d'autres ressources, d'autres moyens de pouvoir faire avancer le pays sans pour autant se baser sur le nickel, sur les mines. Parce qu'il y a beaucoup d'autres projets à investir dedans aussi pour le pays, comme l'environnement, tout ça. Il faudra penser à de nouvelles ressources et je pense que les ressources, c'est les jeunes qui partent en France et qui reviennent apporter leur expérience et connaissances des pays étrangers pour pouvoir un jour être dirigeant du pays, voilà, que ce soit homme ou femme. C'est vraiment... Il y a du potentiel. Il y a encore pas mal de tensions sur la Calédonie, mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Enfin, les événements qui sont passés, c'est encore trop frais dans la mentalité des personnes encore. Mais voilà, j'ai foi aux populations du pays. En 2035, je pense que la Nouvelle-Calédonie va être en faillite parce qu'on galère déjà là avec les écoles catholiques. Moi, j'espère que les mentalités des gens ils vont changer et qu'ils vont devenir plus matures et que notre pays va se développer. Alors une réaction sur ce que l'on vient d'entendre. Moi je le trouve intéressant parce que dans 2-3 interventions, avant de parler de ressources minérales, on parle d'abord de l'humain. Et puis ça, c'est dire que le focus il est fait sur la partie population. On va dire que l'enjeu de ce pays, c'est d'abord de soigner les hommes avant de trouver des ressources. Puis je trouve que c'est d'une bonne augure pour notre pays de sentir ça dans le discours de la jeunesse. Alors Gérard Salin, si on vous pose la question, à quoi va ressembler le pays en 2035, ça serait quoi votre réponse? Bien malin celui qui va répondre, parce que si je pense, moi je parle franc, si les politiques arrivent à s'accorder, le peuple va suivre. Et donc là, on peut penser qu'à un pays serein dans l'avenir. Si les politiques ne s'accordent pas, on continuera dans le même chemin, on n'évoluera pas, malheureusement. Donc ça appartient aux politiques, la population suivra. La population, il n'y a pas de population raciste en Calédonie. C'est juste des sujets divergents. Mais il n'y a pas de racisme qui existe en Calédonie, ça c'est important. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Un dernier mot, rapidement, quelques secondes. On entendait tout à l'heure avoir la foi, avoir une autre mentalité. Quel est votre dernier mot avant de nous quitter ce soir? Une mentalité pour la suite de ce qui va venir. Moi j'y crois fortement, il faut croire en l'avenir. Il y a 2 hommes qui ont montré l'exemple et je crois que c'est à nous maintenant à suivre le chemin qu'ils ont tracé. Dernier mot moi, pour revenir aussi sur la poignée de main, je crois que ces 2 hommes-là, ils ont fait un rêve et puis ça commence par le rêve. Rêver. Arrêtez pas de rêver parce que c'est le rêve qui conduit les hommes et puis si on rêve de bonnes choses, c'est bon pour le pays et puis ça peut un peu que avancer. Donc voilà, arrêtez pas de rêver.
Gérard Salin et Jonathan Ticoré, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Nous avons également sollicité encore les jeunes sur cette question. Quels sont les accords de Matignon pour vous? Je vous propose d'écouter leurs réponses. Alors, les accords de Matignon, ça a été signé dans les années 1988. En fait, c'était une délégation indépendantiste avec Jean-Marie Tjibaou et une délégation loyaliste avec Jacques Lafleur, qui ont été signés pour signer un cadre de paix sur le pays. Ça marque aussi un tournant aussi dans l'histoire de la Calédonie, tout ce qui est la politique de rééquilibrage. Ça a permis justement aujourd'hui, j'en suis très reconnaissante. Par exemple, ici au campus de Bako, ça a permis d'ouvrir une antenne de l'université ici en province Nord. Je sais pas vraiment ce que c'est exactement. Je sais juste que c'est un accord qui a été fait entre la France et la Nouvelle-Calédonie par Jacques Lafleur et Tjibaou. Et j'ai pas vraiment plus d'informations parce que peut-être à l'école, j'ai pas forcément appris ça. Je m'en rappelle pas vraiment, ça fait vraiment longtemps que j'ai pu étudier ça. Par contre, je sais que ça a permis pour les générations à venir un grand changement, que ce soit dans la manière de fonctionner et tout, et surtout de l'entente entre les habitants de la Nouvelle-Calédonie. C'est l'événement qui apporte la paix ici au pays. Quand Tjibaou et Lafleur se sont serrés la main pour ramener la paix, pour faire en sorte que peut-être notre pays peut devenir indépendant, mais surtout ramener la paix, quoi. Voilà, nous allons conclure avec cette émission avec Cynthia Debien Van Maille. Encore une fois, on vient de la voir, la jeunesse a parfois une vision un peu floue de ce que sont les accords de Matignon. Alors au-delà de l'école, faudrait-il développer d'autres espaces de transmission? Je pense que on ne doit pas tout attendre des politiciens. Que j'ai entendu une jeune aussi parler tout à l'heure et qui disait qu'il fallait que les citoyens s'organisent. Et je crois que la jeunesse, elle est prête à ça parce que c'est une jeunesse globalement plus tolérante qu'il y a quelques années, qui est capable ou qui a envie de dépasser ses propres carcans peut-être identitaires et je pense qu'ils sont prêts pour l'altérité et que c'est sur cette voie qu'il faut les engager. Parce que les jeunes ont besoin de se projeter. Moi, j'étais toute jeune quand ces deux hommes se sont serrés la main. J'étais une jeune étudiante. Ça m'a construit en tant que jeune, ça m'a construit en tant que femme, parce qu'on a su... ça pour pouvoir justement contribuer chacun à notre niveau. Une dernière question, justement, est-ce qu'il y a une nécessité de développer des espaces d'échange, une vivacité du tissu associatif? Témoigne-t-elle de cette envie et de vivre ensemble? Oui, on pourrait je pense qu'il faut le faire sur un côté festif, avec une dimension festive, pas trop sérieuse, pas trop politique, pas trop polémique. Les enfants, ils ont besoin un peu de légèreté, c'est lourd, le contexte est lourd ici. Si les adultes ils pouvaient comprendre aussi que les enfants, ils ont besoin aussi de parler de choses, mais de parler de choses sérieuses, mais peut-être avec un peu plus de légèreté. Mais je pense que, encore une fois, que les citoyens, ils ont vraiment leur part. Je pense que là, en ce moment, les politiciens sont un peu, justement, ça devient compliqué pour eux, et ils sont dans une ornière. Les citoyens peuvent s'emparer de ces sujets
et les traiter à leur manière. Les artistes en Nouvelle-Calédonie, ils en font beaucoup pour parler de ce thème. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.